Mesdames, Messieurs, bonjour. L'intelligence artificielle offre de nombreux apports en faveur d'une école véritablement inclusive qui assure le développement des capacités de chaque élève. Une école qui conjugue aussi la personnalisation répondant à la diversité des besoins spécifiques et la garantie d'un socle partagé de savoir. Mais l'IA n'est pas un sujet parmi d'autres. Elle s'inscrit dans une tendance de fond de datification de notre société. Et pour cela, elle est amenée à prendre une place considérable, quelles que soient les réticences que l'on puisse avoir. Bien qu'étant encore en phase de maturation, elle recèle un potentiel considérable de transformation de notre système éducatif, dans un sens qui pourrait être très positif, mais aussi potentiellement dangereux. Il importe dès lors d'en prendre à la fois la mesure et le contrôle. Mettre l'IA au service des enseignants pour assurer l'inclusion et le développement des capacités de tous les élèves. C'est le titre de cette conférence. Est-ce possible? Comment? De quoi parle-t-on quand on parle d'IA pour et à l'école? C'est pour inscrire ce sujet parmi les préoccupations en lien avec ceux de la Journée internationale consacrée à l'éducation qui s'est tenue lundi 24 janvier que Hashtag le plus important a décidé d'organiser ces états généraux de l'investissement social pour une transition écologique et numérique inclusive sur la thématique de l'IA et l'école inclusive cette semaine. Depuis 3 ans, nous réunissons de nombreux acteurs, décideurs publics, experts de l'IA en éducation, acteurs de terrain, les EdTech, les cadres de l'éducation nationale, les enseignants, les fédérations de parents d'élèves, etc. Et avec eux, nous avons réalisé notre premier colloque sur l'IA et la réussite de tous les élèves au Collège de France en 2019. Cela a donné lieu à la publication d'un premier livre blanc que nous avons remis au ministre de l'Éducation nationale, des Sports et de la Jeunesse en 2019. Et par la suite, nous avons poursuivi notre réflexion. Nous avons été invités à travers de nombreuses interventions dans différents événements. Et cette réflexion a abouti aujourd'hui à la publication d'un autre livre blanc, notre second livre blanc sur l'intelligence artificielle, qui soit au service des enseignants pour assurer l'inclusion et le développement des capacités de tous les élèves. 28 propositions en sont sorties. Nous souhaitons les porter dans le débat public. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir 4 experts à qui nous allons soumettre nos propositions. Nous avons demandé également à 2 acteurs actifs de l'high-tech de nous livrer leur carnet d'inspiration autour des axes suivants. Définir le cadre de régulation du développement de l'IA en éducation. Ensuite, nous présenterons l'axe suivant, outiller et accompagner les élèves et les professionnels de l'éducation. Puis nous aborderons notre troisième axe de la conférence, développer un modèle européen éducatif et industriel d'IA en éducation et le promouvoir à l'international. Et enfin, nous parlerons de mettre en place les conditions d'une diffusion plus large de solutions d'IA en éducation. Voilà, les réactions des spectatrices et des spectateurs sont évidemment attendues. Pour cela, ils peuvent appuyer sur le bouton questions-réponses, Q et R. C'est même plus que des spectateurs, Sonia, hein. C'est des participants. On attend une participation active. C'est interactif aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Absolument, merci. Ouais. Merci. Donc, votre participation active est bien sûr très attendue. C'est l'objet même de cette conférence. Donc, vous pouvez réagir au fil des questions. Nous, les experts, réagirons au fil des questions qui seront posées au sein de chaque partie. Voilà. Nous vous souhaitons une bonne conférence. On va passer la parole à Claude. C'est ça. Claude Tran, Oui. qui va présenter nos propositions sur le premier axe, qui est définir un cadre de régulation du développement de l'IA en éducation. Bonjour chacun et chacune d'entre vous qui participez donc à cette conférence débat. Dans le droit fil de ce que viennent de nous dire Sonia, et en parallèle avec la réflexion sur les pratiques pédagogiques, notamment sur la posture enseignante, l'apprentissage par les pairs et plus généralement la forme scolaire, les solutions d'intelligence artificielle expérimentées au travers du programme d'investissement d'avenir ouvrent sur ces champs de nouvelles perspectives.
Toutefois, ce temps des algorithmes et des data pose de fortes questions à la société et bien sûr à l'éducation. Le think tank hashtag le plus important a décidé d'investir pour proposer des recommandations. Comment réguler le développement de l'IA en éducation? C'est avec Éric Bruyard, professeur d'informatique à l'Université de Paris, directeur du laboratoire de recherche EDA, éducation, discours, apprentissage, co-auteur avec Joël Boissière d'un ouvrage intitulé « L'école digitale, une éducation à apprendre et à vivre », que nous allons discuter de nos propositions. Bonjour Éric Bruyard. Bonjour. Bonjour. Bonjour Éric. Merci d'avoir accepté de participer à ce débat. Permettez-moi tout d'abord de rappeler ces propositions. Alors, je ne vais pas les donner intégralement, il y en a 11 propositions, mais on va les classer un petit peu dans 4 thématiques. Il s'agit donc de définir le cadre de régulation du développement de l'IA en éducation. Ah, elles y sont toutes, les propositions, mais c'est parfait, alors c'est encore mieux. Alors, pour clarifier ce cadre, pour définir ce cadre, plus exactement, cela nécessitera de clarifier le cadre éthique et juridique des données en éducation et de leur exploitation, de construire un cadre permettant une compréhension partagée, une conception concertée des algorithmes. Pour ce point-là, nous aurons 3 propositions. Pour permettre aux parties prenantes un meilleur accès aux données, tout en créant un cadre de collecte et de mise à disposition propre à créer la confiance. Là, vous voyez, il y a 4 propositions. Et enfin, pour renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en intelligence artificielle et en EdTech. Là, 2 propositions, la 10 et la 11. Éric, quels commentaires pourrais-tu faire sur ces 11 propositions d'une façon très générale? Je me permets de te tutoyer, on est d'accord? Oui, on se connaît, oui. En fait, je ne crois pas beaucoup dans ce genre de rapport aux listes de propositions. En fait, ce qui se passe très souvent, c'est que ce qui est important, c'est de clarifier une direction. En fait, ce qui est important, c'est ça. C'est effectivement de dire philosophiquement ce qu'on cherche à faire, le clarifier suffisamment pour que les propositions en découlent. Le risque, sinon, c'est que les autorités se disent très bien, je prends la 3, la 12 et la 27. Mais après, très souvent, ils dénaturent complètement l'objet même du projet qui est derrière. Et après, je pense qu'on se trompe de cible là-dessus. Donc, moi, je suis plus intéressé à discuter, disons, la visée globale, ou vraiment ce que vous voulez défendre et ce que nous, on pourrait défendre en commun. Après, on peut discuter de manière interne chaque proposition. Mais la rédaction de chacune des propositions, ça reste extrêmement complexe. Je veux dire, si on est d'accord sur la visée globale, après, on peut se mettre d'accord sur des objectifs réalistes, avec des besoins réalistes, on peut négocier autour de ça. Sinon, on est sur un truc entre deux qui peut, à mon avis, poser question. Voilà la première réaction. Donc, oui, je ne suis pas contre, mais voilà, à chaque fois, je pourrais soulever les objections, mais voilà, on ne s'en sortirait pas. C'est pas le sujet. C'est vérifier si on est d'accord sur l'essentiel. Alors, vérifions-le sur la définition d'un cas de régulation. Ah oui, je pense. De toute façon, ça, c'est très important que les autorités éducatives puissent, vu la complexité des mondes dans lesquels on vit, avoir des cadres de régulation. Ça, c'est très important. Le sujet même autour de ça est, à mon avis, un sujet tout à fait essentiel. Bon, autour de cela, il y a au moins deux mots qui reviennent constamment sur l'intelligence artificielle et que l'on retrouve dans ce cadre, dans ce cadre de régulation. Le premier mot, enfin un de ces mots, c'est le mot data, c'est le mot données. Nous assistons d'ailleurs à une révolution de ce concept même et de l'utilisation des données, de toute la problématique des données. Toi, tu en dirais quoi par rapport justement à ce que nous avons proposé? Les données, alors là, je suis à fond d'accord. Il y a effectivement une révolution globale au niveau des données. L'apport de l'informatique en éducation, c'est d'abord le fait de donner accès à des données multiples et des capacités de traitement de ces données multiples. Ça, c'est une révolution. Ça dépasse l'IA, c'est beaucoup plus important que ça, puisque c'est lié à toutes les capacités de l'informatique, à Internet et tout ce qu'on va trouver autour de tout ça, le big data, etc., etc. Après, la question qui se pose autour de ces données, c'est la capacité qu'ont les enseignants et les élèves à les collecter et à les traiter, c'est-à-dire avoir les capacités techniques et cognitives pour véritablement traiter l'ensemble de ces données. Mais ça peut renouveler l'éducation dans plein de disciplines qui utilisent beaucoup de données.
énormément de données notamment. C'est pour ça que on le voit dans l'actualité, hein, comprendre mieux ce que sont toutes les enquêtes autour du Covid, les diagrammes, etc., etc. On a une foule de données qui sont plus ou moins représentées et on voit que beaucoup de gens ont du mal à comprendre ce qui est derrière, non pas l'habitude, la familiarité avec l'ensemble de ces façons de traiter et de représenter l'ensemble de ces données. Donc, sur cette question de données, tout à fait d'accord. Après, il y a un deuxième type de données qui est lié à l'intelligence artificielle, c'est plutôt les données élèves en quelque sorte, ou les données d'apprentissage. Là, ça pose des questions, à mon avis, un petit peu différentes. En gros, effectivement, il y a beaucoup de données, mais ce qui intervient, c'est d'un côté les processus de collecte et de traitement, qui sont plus ou moins automatisés, et de l'autre, les processus d'interprétation et d'analyse, qui sont aussi confiés à des machines ou confiés à des humains. Et derrière tout ça, il y a les processus de décision. Alors, derrière tous ces enjeux autour des données, donc le collecte, traitement, etc., on voit pointer tout un tas d'enjeux, à mon avis, extrêmement importants. Par exemple, on pourrait prendre une idée extrêmement simple. Plus on a de données, mieux c'est. Ça semble bête comme chou. Et ben, à mon avis, c'est totalement faux. Non, quand il y en a trop de données, justement, ça ne marche plus. Parce que, en fait, dans tous les processus que j'ai indiqués, il y a des difficultés inhérentes à la conduite de ces processus. Premièrement, la collecte. Si on veut avoir beaucoup de données, je me rappelle dans Villani, quand il avait fait son enquête, une des premières à répondre sur l'IA en éducation, c'est de dire attendez, il nous faut beaucoup de données, les enfants ne travaillent pas assez sur machine, donc la première chose à faire, c'est un grand plan d'équipement. Et vous voyez bien que c'est un enjeu éducatif particulier. Si on met tous les enfants de primaire 8 heures par jour en face d'ordinateur, voilà, c'est une façon de concevoir l'éducation que je ne partage pas du tout. Vous voyez bien, après, on peut dire, voilà, ils ne vont pas avoir les collectes de données tout le temps, pas tout le temps travailler sur machine. Dans ces cas-là, il faut les tester de manière séparée. Mais tester, on ne va pas tester toutes les demi-heures. Pareil, il y a un enjeu du nombre de tests, etc., de la place des tests, parce que le fait de tester, de collecter, ça a des incidences. Ça n'est jamais un processus neutre. Vous voyez, après le traitement de données, qui est capable de comprendre les traitements, qui effectivement voit ce qui est derrière les traitements, sur les analyses, les interprétations, qui a les connaissances suffisantes, les moyens suffisants de faire les traitements adaptés, etc. Et après, une fois qu'on a fait tout ça, qui prend les décisions et sur quelle base on prend les décisions et à partir de quoi on est capable de discuter des données collectées, de leur traitement, de leur analyse, etc. Vous voyez, il y a tout un tas d'enjeux qui sont très importants à situer derrière tout ça. Et pour l'instant, quand on regarde le système éducatif, finalement, il y a peu de données collectées. Il y a des données assez traditionnelles qui sont nécessaires au fonctionnement du système. C'est les données qui sont, en fait, correspondent à l'organisation du système scolaire, c'est-à-dire une organisation par âge, par niveau, par classe. Donc, on sait que si un élève est en 5e, voilà ce qu'il est censé apprendre, voilà les attentes dans tel ou tel domaine, etc., etc. Donc, en fait, on peut le savoir a priori en sachant où il est. Mais en gros, c'est comme ça que gère le système. Le système est géré, mais on est plutôt sur des normes moyennes qui correspondent justement à la scolarisation et on va regarder les écarts par rapport à la norme. Voilà, alors sur cette question de données, l'autre point intéressant d'ailleurs, on a fait des enquêtes auprès des enseignants, on a fait l'enquête après des éditeurs. En fait, ils utilisent en général pour l'instant assez peu de données. Et quand on regarde les enseignants, ils sont très compatibles avec la RGPD, avec la régulation des données, parce que beaucoup d'enseignants ne souhaitent pas récupérer les données des années précédentes. Ils préfèrent finalement voir les enfants d'un œil neuf, avoir le groupe dans lequel ils ont la charge, plutôt qu'avoir déjà tout un tas de données sur les enfants qu'ils ne connaissent pas. Et des études ont montré que si, par exemple, on leur donne des fausses informations sur les élèves, en disant que soit ils sont très bons, soit ils sont très mauvais, et bien ça influe consciemment ou inconsciemment sur la manière dont les enseignants vont les traiter. Ce qui fait qu'il faut peut-être faire attention justement à cette façon de penser les données élèves en éducation. Alors oui, il y a un autre mot, Eric, qui apparaît dans nos propositions, et je pense que tu as dû y être sensible, faire participer, enfin, un mot ou un groupe de mots, faire participer, participer. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée qui est la nôtre, c'est de faire en sorte que les enseignants
d'une façon générale, soit totalement associé à l'ensemble des process qui sont mis en œuvre, en particulier dans la collecte, dans l'interprétation, et je dirais même dans la constitution d'un droit des données. Tu en penses quoi? Ah bah, tout à fait d'accord. Le problème, c'est que si on défend cette idée-là, là, vous avez d'office des propositions qui en découlent. Pour qu'ils le fassent, il faut qu'ils soient formés à ça, il faut qu'ils aient du temps, il faut que les données soient accessibles, qu'elles soient organisées, il faut des tableaux de bord qui soient signifiants pour eux, etc., etc. Il leur faut du temps pour traiter tout ça. Il y a une organisation, il y a une formation qui sont absolument nécessaires dans l'ensemble des rouages du système éducatif. Il ne faut pas qu'ils soient des dépositaires, finalement, de données d'interprétation qui sont traitées ailleurs et dont les décisions leur sont totalement imposées. Alors, il y a un deuxième mot qui apparaît de façon très forte derrière intelligence artificielle et surtout dans la nécessité de définir un cadre de régulation du développement de l'IA, c'est le mot algorithme. Alors, aujourd'hui, ces algorithmes, bon, les algorithmes, c'est pas nouveau, mais ces algorithmes aujourd'hui peuvent être à la fois beaucoup plus puissants, sur des rôles beaucoup plus importants qu'ils n'ont jamais été. Quelle est ta réflexion? Qu'est-ce que tu peux dire de cela? Et en particulier sur la proposition où l'on traite de ces algorithmes, qui est la proposition construire un cadre permettant une compréhension partagée, hein, on est toujours dans l'histoire de partage et de l'association avec les enseignants, et une conception concertée des algorithmes. On est d'accord sur voilà ce qui est en train de se passer autour de formes de gouvernance algorithmique. Ouais. Il faut se prémunir et qu'il faut être capable de réguler au mieux. Et on voit beaucoup de publications qui montrent les limites des grands algorithmes liés aux intelligences artificielles ou à l'intelligence artificielle. En gros, très souvent, ces algorithmes se passent sur un passé très restreint et très limité pour décider de l'avenir. Ça, c'est très dangereux. Et beaucoup de publications le montrent. Et en gros, souvent, c'est lié à une vision partisane, les traitements qui sont faits. Donc, il faut sortir de là. Je vais vous prendre un exemple qui n'est pas du tout sur l'IA, qui est sur les jeux. Les jeux, alors, ce n'est pas toujours facile de les utiliser dans les cadres scolaires ou dans les cadres universitaires, parce qu'il y a des contraintes, mais vraiment, on est dans une civilisation où beaucoup de gens jouent, et les élèves, les enfants jouent énormément en dehors de ça, c'est des jeux informatiques. L'aspect démocratique derrière le jeu, c'est de savoir quels sont les modèles sous-jacents. Pour gagner dans un jeu, il faut être en conformité avec le modèle sous-jacent. Mais est-ce que le modèle sous-jacent, c'est bien celui qu'on veut enseigner aux enfants? Est-ce que c'est bien celui-là qui est le bon? Quand on regarde, par exemple, chez les Américains, les gens qui parlent du dessin intelligent, voilà, qui remettent en cause l'évolution, le darwinisme, etc., sur d'autres choses, ils font des jeux superbes, mais pour gagner à ces jeux, il faut être compatible avec le modèle qu'eux véhiculent. Et c'est très dangereux, c'est-à-dire que si on n'a pas une connaissance fine des modèles sous-jacents, on va laisser finalement de la place à des éléments qui vont être contraires finalement aux valeurs que l'on défend en France et dans notre République. Donc c'est la même chose pour l'IA, et je pense qu'on l'avait déjà pour les jeux. Si on veut la régulation, la première régulation est bien celle-là, c'est-à-dire que vérifier avant qu'on mette des outils complexes entre les mains de l'ensemble des enfants dans le cadre scolaire, que les modèles sous-jacents soient compatibles avec nos valeurs. Une notion clé, d'ailleurs, derrière ça, c'est la notion d'explicabilité. Oui. Et les gens travaillent beaucoup là-dessus. Il faut que les résultats fournis par les algorithmes soient explicables le mieux possible. Et ça aussi, c'est un enjeu démocratique fort. Alors, soit explicable, veut dire qu'ils expliquent comment ils ont trouvé, d'où ça sort, etc. Et que cette explication, bien sûr, soit compréhensible par l'ensemble des personnes, les enseignants et les autres. Mais c'est un enjeu démocratique extrêmement fort, l'explicabilité. Et enfin, derrière ça vient la décision. Est-ce que la décision appartient aux enseignants ou au processus algorithmique relayé par une autorité? Voilà. Et si on laisse la main et la capacité de décision à des processus automatisés, à mon avis, c'est très dangereux si on ne peut pas contrôler et si on n'a pas une explicabilité et un enjeu sur les données internes qui justifient leurs résultats.
Ouais, on a donc 3 propositions sur ces algorithmes. D'abord, promouvoir des démarches loyales et responsables de design des outils numériques éducatifs, développer des méthodes d'audit des algorithmes et surtout donner à la communauté éducative des outils facilitant leur compréhension. Je crois que ça, c'est un point important. Il y avait une question là, tout à l'heure sur les données. Il faut savoir ce qu'on veut récolter, pas récolter tout en vrac. Oui, bien sûr. Voilà. Non, mais je ne sais pas combien de temps, je n'ai pas le timing là, pardonne-moi. Mathias, tu peux me donner combien il me reste de... Il nous reste 15 minutes. 15 minutes. 15 minutes. Oh, non, très bien. Oui, tu es enseignant-chercheur, entre autres, Eric. L'IA en éducation, comment tu la vis, comment tu l'as vécu, quels enseignements tu tires de ce travail, comment la recherche, d'une façon générale, toi en particulier, vous travaillez et vous vivez cela? En fait, pour revenir un peu il y a quelque temps, ma thèse de doctorat, elle est dans le domaine intelligence artificielle en éducation, en 1991. Oui, donc et en gros, quand on regarde, si tu veux, ce qui s'est passé dans l'utilisation des machines en éducation, après l'enseignement programmé, l'enseignement assisté par ordinateur, en gros, il y avait des limitations parce qu'il fallait tout calculer à l'avance pour les cheminements des élèves. Et l'idée, c'est que l'intelligence artificielle allait révolutionner tout ça, allait permettre effectivement de calculer automatiquement des cheminements adaptés aux élèves et leur aider dans tous ces processus. Ça, c'est le rêve des années 1970, 1980. Et on s'est aperçu au niveau de 1980 que ça ne marchait pas. Ça ne fonctionnait pas pour plein de raisons, parce que, en gros, c'est des architectures un peu formelles, mais qui ne prenaient pas en compte la réalité du travail. Et très souvent, c'était une vision un élève, une machine. Donc, ce n'est pas une vision collective telle qu'il se passe dans les classes. Et quand on regarde l'apport de l'informatique, véritablement, non pas à l'éducation, mais à l'ensemble de choses, dont l'éducation, sinon, ce qui est emporté, ce n'est pas du tout faire des machines intelligentes, mais c'est faire des machines mieux adaptées à l'homme. C'est tout ce qui est venu de l'hypertexte et des choses autour de ça. C'est ça qui a, en fait, les études autour de Xerox, ça fait Alan Kay, ce qu'ont fait d'autres, Engelbart, c'est lui qui a inventé la souris, c'est ça qui a donné l'informatique qu'on utilise partout. C'est une informatique qui est conçue pour aider, non pas remplacer les gens ou faire à leur place, mais les aider à faire mieux. Et en gros, à mon avis, c'est cette informatique qui est tout à fait utile. C'est celle-là qui est vraiment très intéressante. Alors, ce qui se passe à l'heure actuelle, il y a un retour de l'intelligence artificielle avec de nouveau, alors, dans d'autres domaines que l'éducation, effectivement, les machines peuvent prendre des places extrêmement importantes. Donc, les agents conversationnels, avec des choses où effectivement, ils peuvent être capables de détecter des choses très importantes sur les radios, ces choses comme ça, etc. Bien sûr, ça, c'est tout à fait intéressant. Mais on va retrouver la même question, c'est la question de base. Est-ce que les machines sont là pour prendre les décisions et remplacer l'homme, ou est-ce qu'on est véritablement dans un paradigme où on va faire en sorte que les machines soient associées au développement humain, c'est-à-dire qu'elles dépendent, elles permettent aux gens de faire mieux qu'avant. Et à mon avis, c'est ce paradigme-là qui est plus intéressant. Alors, on parle beaucoup de personnalisation. La personnalisation, en fait, historiquement, on voit bien qu'il y a deux visions très opposées de la personnalisation. Alors, c'est un truc qu'on voit beaucoup aux États-Unis, c'est l'idée de la bataille un peu centenaire entre Thorndike d'un côté, donc psychologie expérimentale, et Dewey de l'autre. C'est en gros l'école de la vie, celle de Dewey, c'est-à-dire donner des machines et des possibilités pour que les humains, les élèves voient d'autres choses, expérimentent, sortent, s'émancipent, etc. L'autre, c'est plutôt faire de l'éducation plutôt un élément technique, essayer de voir leurs déficiences et d'essayer d'améliorer les déficiences qu'ils peuvent avoir en tel ou tel domaine. Alors, ce que dit Justin Reich, qui travaille au MIT, c'est qu'en gros, à chaque fois qu'il y a eu des révolutions technologiques, depuis les années 1900, à chaque fois, malheureusement, c'est Thorndike qui gagne. C'est-à-dire que c'est plutôt les technologies, une personnalisation du contrôle, de la performance, qui va gagner vis-à-vis d'une technologie d'ouverture. Et on retrouve le même débat à l'heure actuelle. Et moi, je pense qu'il faut favoriser les technologies d'ouverture de l'émancipation, et de temps en temps, bien sûr, il faut utiliser ces technologies de la performance pour des déficiences particulières, pour entraîner dans des domaines particuliers, etc., etc. Mais elle est secondaire par rapport à l'autre domaine. Et il ne faut pas se laisser embarquer par cette technologie du contrôle.
le risque, il est là. D'accord, très bien. Alors, une autre question. Tu es directeur de recherche aujourd'hui. Est-ce que parmi les doctorants que tu accompagnes, que tu encadres, des travaux se font dans le cadre, sur la thématique de l'intelligence artificielle en éducation? Directement, directement ou indirectement. Comme ça, Gamara travaille sur l'utilisation des données en éducation. Voilà. En fait, le sujet, c'est un sujet qui s'est avéré très complexe. L'idée, c'est, comme elle est informaticienne de démarrage, après, elle a fait beaucoup de choses dans l'éducation, c'est de voir si on était capable d'avoir d'un côté des données d'apprentissage, celles fournies par les logiciels d'apprentissage, et d'autre côté, de les interagir avec les logiciels biscolaires. On s'aperçoit que très souvent, les données ne sont pas collectées ou on ne peut pas les avoir. Et effectivement, voir la connexion des deux, pour l'instant, n'est pas possible. On a eu beaucoup de difficultés à avoir les données index éducation, Pronote et compagnie. On a certaines données. Et pour l'instant, effectivement, le fait d'avoir une anonymation ne permet pas un lien avec d'autres types de données. Par exemple, on a les données de Césamat sur l'usage de certains logiciels. Après, on va regarder d'autres cas d'études. Mais on voit que pour l'instant, un facteur très limitant, c'est l'accès à des données facilement manipulables. D'accord. Après, j'ai d'autres doctorants qui travaillent sur d'autres choses. Il y a un sujet qui est intéressant qui joint les données. C'est plutôt les gens qui font de la formation professionnelle. Le problème qu'ils ont avec les grandes plateformes, c'est qu'ils ont beaucoup d'inscrits. Et comme toujours en enseignement à distance, il y a beaucoup d'abandon. Et leur problème, c'est essayer, est-ce qu'on est capable, avec les données qu'on a sur les plateformes, de trouver ceux qui risquent d'abandonner, mais que si on pouvait intervenir un petit peu, iraient jusqu'au bout. Donc, pas les vrais, ceux qui vont abandonner de toutes les façons, trouver si on est capable, avec les données disponibles, de récupérer un peu une partie des gens qui, s'ils ont l'aide adaptée, n'abandonneraient pas. Ça, c'est un sujet tout à fait important à l'heure actuelle. Voilà. Après, on a d'autres sujets qui sont sur l'usage des données en éducation, sur la pensée critique, sur plein d'autres domaines. Pas directement sur l'intelligence artificielle. Moi, j'aurais une dernière question à te poser, à moins que, et puis peut-être y aura-t-il d'autres questions. Si tu avais une recommandation phare à porter parmi les 11 propositions que nous faisons, laquelle serait-elle et pourquoi? Depuis le début, ce qui me semble, voilà, c'est l'étude qu'on a faite sur les éditeurs scolaires et sur les données, le fait qu'ils utilisent assez peu les données, on se demande au niveau d'un enseignant quelle capacité il aurait à utiliser des données déjà qu'il ne peut pas collecter, qu'il ne peut pas forcément bien comprendre, etc. Une des propositions, ça serait qu'au niveau de chaque établissement ou de regroupement d'établissements, il y a une personne qui soit en charge de la collecte, du traitement et de la mise en œuvre des tableaux de bord pour aider l'ensemble des enseignants de l'établissement pour utiliser les données localement. Si on n'a pas ça, je veux dire, ça rend complètement impossible l'utilisation des données. Donc, il me semble que si on est cohérent pour dire on veut assister les enseignants dans leur travail, il faut se donner les moyens de le faire dans la collecte, le traitement et l'organisation, la mise à disposition de ces données. Et il faut des gens proches qui connaissent ça, justement, pour aider les enseignants à le faire. La problématique, ce sera quand même de former ces personnels-là. Oui. Il y a 9000 établissements en France. Oui. Mais tu sais, je suis un peu ancien là-dedans, mais former des enseignants à l'informatique, etc., ça fait 30 ans qu'on en parle, ça n'a jamais bien marché pour l'instant. On pourrait effectivement se poser la question de penser ça en termes de formation plus intéressante que ce qui est fait depuis très longtemps, malheureusement. C'est un obstacle très fort, ça. C'est effectivement penser que l'informatique n'est pas un outil en plus, c'est la façon... j'ai coutume de dire, c'est à la fois un outil et un instrument. C'est quelque chose qui modifie le monde, mais l'instrument, c'est ce qui donne à voir le monde et à comprendre le monde. Et en gros, ce qu'ont besoin les enseignants, c'est dans leurs multiples activités, maîtriser cet outil pour transformer, pour modifier les choses, mais aussi pour comprendre tout ce qui se passe. C'est partie intégrante, normalement, de leur professionnalité. Ça doit être vraiment au cœur de transformation et de la formation des enseignants. Une culture, un environnement, mais de toute façon, c'est peut-être aussi un des objectifs que l'on doit avoir au niveau de l'enseignement et un objectif pour les élèves. Exactement, exactement. C'est une maîtrise technique qui permet la compréhension et l'émancipation.
Merci Eric, à moins que mes collègues, les collègues comme Mathias, Sonia, vous ayez des questions à poser à Eric. Je pense qu'on va le remercier. On peut prendre, non, mais surtout, on peut prendre les questions. Voilà, alors on peut prendre les questions. Mais les questions, voilà, alors, est-ce que… alors là, c'est la discussion. J'ai la question, je vais ouvrir. Ah, j'ai une autre question. Merci de la présentation. Si on se limite aux données non digitales, les données ne seraient pas trop lacunaires pour faire des modèles d'IA performants? Ne seraient-elles pas trop lacunaires pour faire des modèles d'IA performants? Alors, je vais vous raconter une histoire, parce que je vois une enquête sur les MOOC. Moi, j'ai fait des MOOC très vite. 1993, on a fait des… Non, 2013, pardon, à l'ENS. Et en gros, l'idée à l'époque des MOOC, c'est de dire, voilà, on va avoir énormément d'apprenants. Comme tout est à distance, ils vont laisser plein de traces. Ces traces, on va pouvoir les analyser pour améliorer les formations qu'on donne. Bien sûr. Bien sûr. Et ben, en 2014-2015, on avait plusieurs MOOC, on a demandé les données. Et c'est nous qui avons écrit à FUD disant que les données étaient totalement lacunaires. En fait, étaient enregistrées que 10 à 15% des données réellement. Alors après, ils sont aperçus qu'il y avait des problèmes, effectivement, à ceux qui faisaient l'enregistrement. Ils ont changé de prestataire, etc. Et même dans les derniers temps, on arrivait à 80-90%. Ce qui fait que quand vous n'avez que 80% des données, vous êtes capable de faire des données, on va dire, agrégées. Pour l'ensemble, voilà un peu ce qui se passe. En moyenne, il y a tant. Mais vous êtes incapable de suivre une personne. C'est-à-dire vous êtes incapable de donner un retour précis sur une personne parce que vous n'êtes jamais sûr que vous avez l'ensemble des données lui concernant. Alors malheureusement, je pense qu'on est contraint à ça. Malheureusement, voilà, on a des dispositifs techniques faillibles et c'est extrêmement difficile. Et en gros, les MOOC ont bien montré que les données qu'on avait, c'est des données de comportement et peu de données d'apprentissage. Et avec les données de comportement, on n'est pas capable d'avoir suffisamment d'éléments pour l'apprentissage. Il y a un très bel article qui vient des gens de MIT et d'autres qui ont travaillé sur les MOOC sur le passage à l'échelle. En gros, ils se disaient, on a l'habitude de faire des interventions dans des cadres petits, et maintenant, on va cumuler ce qui se passe sur les MOOC, ça fait 500 000 étudiants, donc on a la masse, et on va regarder si les mêmes actions qu'on peut faire ont des effets sur les MOOC. Et bien, ils se sont aperçus que ça ne marchait pas. Ils se sont aperçus que le passage à l'échelle ne fonctionnait pas, parce que ce qui fonctionne à petite échelle, finalement, est souvent assez subtil, on n'a pas les éléments et ça ne marche pas de la même façon. Et quand on l'étend impunément, ça ne fonctionne pas. Et ça pose question, parce que le moteur essentiel de ce qui se passe dans l'éducation à l'heure actuelle, depuis plusieurs années, c'est toujours on teste un peu et on passe à l'échelle. Il faut qu'ils comprennent que dans ce domaine, en général, si on n'a pas de données suffisantes, interprétées et des modèles suffisants, le passage à l'échelle ne fonctionne pas. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les applications numériques d'éducation qui sont de plus en plus utilisées par les élèves, soit à titre perso, soit dans le cadre de l'activité professionnelle des enseignants, ne permettent pas d'avoir davantage de données sur l'ensemble de ces pratiques élèves? Oui, mais qu'est-ce que tu en fais? Oui, tu as plein de données dans tous les sens. Et donc, toute la problématique, c'est leur utilisation. Ah ben, c'est leur collecte organisée. Il faut que tu aies des modèles d'interprétation, etc. Si tu n'as pas toute une chaîne de compréhension. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Un exemple sur les MOOC, c'est une enseignante qui a fait beaucoup de MOOC au Mexique, sur l'université technologique de Monterrey. Et en gros, ils ont regardé toutes les données qui s'étaient récupérées sur le MOOC. Et la seule donnée significative qui était liée à la réussite, c'était ceux qui mangeaient du poulet. Alors, vous en faites quoi? Vous dites aux gens, maintenant, mangez du poulet, vous serez meilleur? Ben non, ça ne marche pas comme ça. Est-ce que vous dites qu'il y a une variable cachée? Ceux qui mangent du poulet, il faut autre chose par ailleurs qui va expliquer. Sans modèle d'explication, c'est tout le problème des stats et de l'analyse derrière. Tu fais plein de stats, si tu n'as pas de modèle d'interprétation de tes données, si tu ne fais pas des choses en profondeur pour comprendre ce qui se passe, ben, tu es incapable de les interpréter. Et le risque, c'est de les interpréter à tort. Eric, merci du temps que tu nous as consacré et de tes réponses, de ton apport, de tes critiques, de tout ce que tu viens de nous donner maintenant. Voilà, merci à toi et à bientôt. Merci à vous. Merci. Merci Claude, merci Eric. Alors à présent, nous allons accueillir Gaëlle Regnault, qui est la fondatrice et directrice générale de Learn Enjoy. Nous avons demandé à deux femmes très actives de la tech de nous présenter une sorte de carnet d'inspiration à partir des axes
que, que vous venez de découvrir et que vous allez découvrir, celui sur la manière d'outiller et d'accompagner les professionnels de l'éducation. Et donc, Gaëlle, c'est toi qui vas faire la transition entre la présentation de Claude, pardon, et celle qui va suivre, qui concerne l'outillage et l'accompagnement des enseignants. Gaëlle, es-tu avec nous? Bonjour à toutes et à tous. Et puis, merci à Hashtag le plus important, surtout, de présenter le travail que je fais et que toute l'équipe fait à Learn Enjoy. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Learn Enjoy, c'est un collectif qui comporte une quinzaine de professionnels de l'éducation et de l'informatique, mais aussi une cinquantaine de partenaires extérieurs, essentiellement dans le monde de la recherche scientifique. Et notre mission, c'est véritablement de créer les manuels scolaires d'aujourd'hui et de demain, qui sont des manuels scolaires sur tablette tactile et qui embarquent à la fois des logiques d'enseignement et d'apprentissage, mais aussi des logiques d'évaluation bienveillante en continu, grâce à la data collective. Alors moi, j'ai été très sensible à deux thèmes qui ont déjà été évoqués et qui sont essentiellement le lien à la recherche scientifique et le sens que l'on peut mettre dans l'utilisation de ces outils nouveaux. Le lien à la recherche, tout d'abord, parce qu'à Learn Enjoy, tous les outils que l'on fabrique et qui sont utilisés dans les classes comme dans les enseignements spécialisés à domicile ou dans les établissements dans le champ du handicap, tous nos outils sont conçus à partir de corpus théoriques validés, mais aussi parce que nous faisons beaucoup de recherche-action. Et donc, j'étais véritablement sensible. Et le sens parce que les enseignants, évidemment, nous challengent au quotidien sur la plus-value que peuvent avoir les outils numériques par rapport à leurs outils conventionnels habituels. Et donc, il est essentiel, il me semble, que l'on trouve le moyen de partager sur ce que peut avoir comme sens la mise à disposition de ces outils nouveaux. Car il s'agit bien évidemment de les situer dans des modalités d'enseignement diverses et non pas de remplacer l'existant, il s'agit de combiner avec les apports le meilleur de chaque typologie d'outils. Alors, 2 messages et 3 réflexions en partage aujourd'hui. Premier message concernant la régulation. Alors, l'éducation, l'enjeu est majeur, puisqu'il s'agit évidemment de l'avenir du pays et des jeunes qui composent avec nos enfants l'avenir de la France, de l'Europe. Donc, l'éducation, prérogative de l'État, des collectivités territoriales, évidemment, ne peut pas être un terrain de jeu pour des EdTech en nombre. Il faut absolument réguler les usages. Et à ce titre, je pense que c'est intéressant de voir que se mettent en place des dispositifs pour à la fois contrôler les échanges de données via faire partager opérationnel de RGPD, mais aussi un pilotage effectif des flux. Et donc, je salue les initiatives telles le GAR, qui sont des plateformes intermédiaires entre les ENT, les ressources pédagogiques, les établissements scolaires, et qui permettent véritablement de comprendre quelles données élèves et quelles données enseignants sont partagées, quelles progressions sont effectuées. Donc, voilà, une première remarque pour dire que ça va lentement, mais ça va dans le bon sens, et l'intervention de l'État est nécessaire et je pense très positive depuis 2-3 ans. Un second message, c'est vraiment sur notre posture à nous, Learn Enjoy, qui essayons d'être exemplaires dans ce chemin à la fois ambitieux et humble. Nous, on estime que les outils qui embarquent de l'IA sont à regarder avec l'acceptation que l'on apprend chemin faisant. Et donc, je vous invite à consulter les résultats notamment d'un PIA qui est le PIA IFRAN, qui s'appelle l'Inhumaine, qui est le seul PIA qui est coché les 9 critères d'excellence, de la robustesse de la recherche jusqu'aux apports dans la classe. Et ce PIA l'Inhumaine, véritablement, nous a appris pendant 3 années, auprès de 770 élèves de Nancy, sur ce que c'est que d'étayer des apprentissages avec de l'IA, de suivre des traces avec des traces très, très précises pour faire de l'IA, et le tout avec plusieurs thèses, le lauréat, l'Université de Lorraine et bien évidemment l'Académie de Nancy-Metz. Et donc, apprendre chemin faisant avec cette posture ambitieuse
d'améliorer l'efficacité de l'éducation, mais aussi d'apprendre de nos erreurs, de nos réussites, et surtout d'améliorer les outils au service de l'enseignement et de l'évaluation. Donc, ces deux remarques pour vraiment nous inscrire dans ce chemin d'apprentissage commun tous ensemble. On n'est qu'un des acteurs, mais on se veut exemplaire et emblématique de cette posture humble et ambitieuse pour nos enfants. Trois réflexions en partage et qui sont des réflexions qui me viennent des enseignants et qui rebondissent sur le propos de notre chercheur qui est intervenu juste avant. La première question, c'est comment nous, enseignants, pouvons maîtriser nos outils de travail dans une école du 21e siècle avec des élèves du 21e siècle, alors que les manuels ne sont évidemment pas des outils du 21e siècle. Donc pour cela, je ne peux, dans le temps imparti, vous décrire la façon dont nous procédons, mais sachez que vraiment, c'est dans la co-construction sur des recherches-actions que l'on élabore, je pense, une IA intelligible, explicable et utile pour les enseignants. Peut-être un exemple sur des projets comme Numérique et TSA entre Val-de-Loire, sur l'Île-de-France ou encore dans le Grand Est, ou des projets comme avec Empirique dans le sud de la France. Ce que nous faisons, c'est que nous procédons par un croisement des programmes scolaires, des évaluations, que je pense que sur des projets sur lesquels on est en capacité aujourd'hui de mettre à la disposition des enseignants des questionnaires simples pour leurs élèves ou pour eux-mêmes, d'apporter des réponses par des recommandations compréhensibles que l'on explicite lors de formations qui peuvent prendre peut-être juste 2 heures. On réussit, je pense, à donner du sens. Le sens, c'est vraiment, je crois aujourd'hui, qu'on n'est pas sur des manuels scolaires augmentés. On est vraiment sur une possibilité pour les enseignants de comprendre ce qu'apporte en plus une technologie maîtrisée, des usages encadrés dans leur durée, et bien évidemment surtout une recherche ensemble de complémentarité entre le papier et le numérique. Tout cela n'a d'intérêt que si c'est étayé par la mesure d'impact et la recherche-action. Et donc, je pense aujourd'hui que véritablement, la modélisation peut intervenir, les publications sont utiles, et nous, avec notre collectif Learn Enjoy, on est avec tous les enseignants qui utilisent nos ressources dans cette démarche à la fois humble et ambitieuse, parce que l'enjeu, c'est l'éducation avec des outils modernes. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup, Gaëlle. Merci beaucoup. Et bonne chance à Learn Enjoy. Merci à tous.